Au dîner de ma remise de diplôme, mon père a ri et m'a tendu un sac où il était écrit « À peine réussi, honnêtement, nous ne pensons pas que tu y arriverais, mon chéri. » Je me suis levé avec un contrat secret dans ma poche et j'ai dit, à ceux qui m'ont abandonné, au revoir. Le silence dans l'auditorium était pesant. Le genre qui presse contre vos tympans et fait résonner votre propre battement de cœur comme un tambour de guerre. J'étais assise dans le siège recouvert de velours, mes jointures blanches alors que je serrais les accoudoirs, attendant que mon nom soit appelé. Autour de moi, l'air était épais de l'odeur de parfum bon marché, de café rance et du bourdonnement électrique d'une énergie nerveuse. Les familles étaient regroupées, chuchotant des encouragements excités, ajustant des glands et vérifiant 2 fois les angles de caméra. J'ai vérifié les sièges vides à ma gauche pour la 10e fois en 10 minutes. Ils étaient toujours vides. Bien sûr qu'ils l'étaient. J'avais envoyé la date, l'heure et le lieu au chat de groupe familial il y a 3 mois. J'avais envoyé un rappel il y a 2 semaines. J'avais envoyé une confirmation finale hier. Et pourtant, alors que le doyen d'architecture montait à la tribune, ajustant le microphone avec un sifflement aigu de Larsen, les 3 sièges réservés aux membres les plus proches de ma famille restaient ostensiblement vacants. Je sentis une douleur froide familière s'installer au creux de mon estomac. Pas de surprise exactement, mais la confirmation sourde et lancinante d'une déception à laquelle je m'étais préparé. J'avais 24 ans, je sortais major de ma promotion de l'un des programmes d'architecture les plus rigoureux du pays, et je le faisais seul. Naomi, la voix du doyen résonna, traversant mes pensées. Je me levai. Mes jambes étaient lourdes, comme remplies de plomb. J'ai traversé la scène, les projecteurs brillants m'aveuglant, transformant le public en un océan sombre et sans visage. J'ai serré la main qui m'était tendue, accepté le diplôme qui représentait 4 ans de nuit blanche, d'overdose de caféine et de critiques brutales, et forcé un sourire qui semblait pouvoir me fendre le visage. Il y eut des applaudissements polis, pas d'acclamations, pas de klaxons, personne ne criant « c'est ma fille ». Juste les applaudissements polis et obligatoires d'étrangers. Alors que je quittais la scène pour retourner à mon siège, mon téléphone vibra dans la poche cachée de ma robe. Je le sortis, protégeant l'écran de ma main. C'était un SMS de mon demi-frère, Philippe. Dîner au Lernadan, 20h. Ne sois pas en retard. Papa déteste attendre. C'était tout. Pas de félicitations. Pas de désolé d'avoir manqué la cérémonie. Juste un ordre et un lieu. Je fixais l'écran, les pixels se brouillant légèrement tandis que mes yeux brûlaient. J'étais épuisé, physiquement, mentalement et émotionnellement. J'avais passé la dernière semaine à fonctionner à l'adrénaline et à 3 heures de sommeil pour terminer mon modèle de thèse finale. J'étais dans un état vulnérable, mes défenses étant tombées à cause de la fatigue. Je voulais rentrer chez moi, me blottir dans mon lit et dormir une semaine. Je voulais commander des plats à emporter et regarder un film sans réfléchir. Mais je savais que je ne pouvais pas. Si je ne me présentais pas, je n'en entendrais jamais la fin. Cela serait cité comme un autre exemple de mon ingratitude, de mon manque de valeur familiale, de mon instabilité émotionnelle. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant la poussière du vieux théâtre, j'ai répondu, j'y serai. Je ne le savais pas alors, mais en sortant de cet auditorium, serrant mon diplôme comme un bouclier, je marchais vers la fin de ma vie telle que je la connaissais. La trahison qui m'attendait à cette table de dîner serait pire que le diagnostic de la solitude que je ressentais en ce moment. Cela ne briserait pas seulement mon cœur. Cela briserait l'illusion de la famille à laquelle je m'étais accroché pendant des décennies. Lernadan était exactement le genre d'endroit que mon père, Frédéric, aimait. C'était froid, cher et conçu pour vous faire sentir petit si vous ne portiez pas la bonne montre à votre poignet. L'éclairage était tamisé. Les nappes étaient d'un blanc éclatant et impeccable, et les serveurs se déplaçaient avec une efficacité silencieuse et terrifiante. Je suis arrivé exactement à 20h. J'avais enlevé ma robe de diplôme dans la salle de bain de l'université, enfilant une robe noire modeste et un blazer que j'avais acheté en solde. J'avais l'air professionnel, pensais-je, respectable. Alors que l'hôtesse me conduisait à travers la salle à manger, je les ai aperçus à une grande table ronde à l'arrière. Ils ressemblaient à une photo de magazine. Un magazine sur les gens qui ont trop d'argent et pas assez d'empathie. Frédéric était en bout de table, buvant un scotch, consultant son téléphone. Il ne leva pas les yeux quand j'approchai. Elina, ma belle-mère, était à côté de lui,
vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus cher que la totalité de mes frais de scolarité pour le semestre. Elle riait de quelque chose que Philippe avait dit. Philippe, mon demi-frère aîné, avait l'air plus suffisant que jamais, adossé à sa chaise avec un air de confiance imméritée. Et puis il y avait Sophia, ma demi-sœur, l'enfant prodige, prenant un selfie avec son verre de vin, trouvant l'angle parfait pour montrer son nouveau bracelet. « Bonjour », dis-je, ma voix semblant petite dans la pièce caverneuse. La conversation ne s'arrêta pas immédiatement. Elle se ralentit lentement, comme si ma présence était un inconvénient mineur auquel il devait s'adapter. « Tu es en retard », dit Frédéric, levant enfin les yeux. Ses yeux, froids et gris, me scrutaient de la tête aux pieds. Nous avons déjà commandé les amuse-bouches. Il est 20 heures pile, dis-je, vérifiant ma montre. Et il y avait beaucoup de circulation en venant de la cérémonie. La cérémonie, dit Elina, agitant la main de manière dismissive comme pour chasser une mouche. Ah. Combien de temps cela a-t-il duré? Ces choses sont toujours si ennuyeuses. C'est pourquoi nous avons décidé de simplement te rencontrer ici. Bien plus civilisé. C'était bien, dis-je, prenant le seul siège vide. Il était placé de manière maladroite, légèrement en dehors du cercle, comme s'il avait été ajouté après coup. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. C'est bien, ma chère, dit Elina, sa voix dégoulinante de cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée il y a des années. C'était le ton que l'on utilise pour un enfant en bas âge qui utilise avec succès le pot. Nous sommes tous très surpris. Philippe renifla dans son verre. Surpris est un mot pour cela. Je me souviens encore quand tu as raté ce test de maths en 10e année. Je pensais que tu finirais sûrement par travailler dans le commerce de détail. L'architecture demande beaucoup de maths, Philippe, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je m'en suis bien sorti. C'est ce que tu dis, répondit Philippe, avec un sourire en coin. Mais soyons honnêtes, Naomi, c'est un diplôme d'art avec un nom fantaisiste. Papa construit des gratte-ciel. Toi, tu dessines de jolies images. Je regardais mon père, attendant qu'il corrige Philippe. Frédéric possédait l'une des plus grandes entreprises de développement immobilier de la ville. Il savait exactement ce que faisaient les architectes. Il connaissait la rigueur, mais il se contenta de faire tournoyer son verre, un léger sourire aux lèvres. Ne nous disputons pas lors de sa grande soirée, dit Frédéric, bien que son ton suggérait que c'était moi qui avais commencé la dispute. Nous avons un cadeau pour toi. Mon cœur fit un bond traître. Un cadeau? Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je les avais peut-être mal jugés. Peut-être qu'ils étaient réellement fiers. Peut-être que la froideur n'était que ma fatigue qui parlait. Elina tendit la main sous la table et en sortit un sac cadeau brillant et luxueux. Elle le fit glisser sur la nappe blanche vers moi. Le sac était lourd. Allez, gloussa Sophia, son téléphone enregistrant maintenant. Ouvre-le. Je plongeai ma main dans le sac, mes doigts effleurant le papier de soie. J'en sortis un lourd livre relié en cuir. Je fronçai les sourcils. Cela ressemblait à un étui de portfolio. Mais ensuite, je vis la personnalisation. Embossé en feuilles d'or sur la couverture, il y avait les mots « à peine réussi ». Je le fixai, le souffle coupé. J'ouvris la couverture. À l'intérieur, au lieu d'un carnet ou d'un agenda, il était rempli de brochures. Des brochures pour des agences d'intérim, des dépliants pour des cours de barista, une brochure intitulée « Où vous avez besoin d'un plan B ». La table éclata de rire. Ce n'était pas un rire familial chaleureux. C'était un son strident et cruel. Philippe tapait sur la table. Sophia se couvrait la bouche, secouée de rire, l'objectif de son téléphone zoomé sur mon visage. Même Frédéric riait doucement, un son profond et grondant qui vibrait dans sa poitrine. « C'est une blague, Naomi », s'écria Elina, essuyant une larme de son œil. « Oh, regarde ton visage. Tu es toujours si sérieuse. » « Nous voulions juste être réalistes, » dit Frédéric, son rire s'estompant en un sourire condescendant. « Honnêtement, Naomi, nous ne pensions pas que tu irais aussi loin. Nous avons tous supposé que tu abandonnerais en 2e année. C'est juste une préparation pour le monde réel. Tu n'es pas faite pour les environnements sous haute pression. Tu es trop tendre. » Je restai figé. L'humiliation me brûlait sous la peau, chaude et piquante. Ils avaient planifié ça.
Ils étaient sortis, avaient dépensé de l'argent et avaient commandé un accessoire sur mesure juste pour se moquer de ma réussite le soir où j'aurais dû célébrer. Je regardais le cadeau. Puis je les regardais. Ils voyaient une victime. Ils voyaient la fille timide et bégayante que j'étais. Ils voyaient quelqu'un qu'ils pouvaient maltraiter parce qu'ils avaient payé ses frais de scolarité. Ou du moins, ils l'avaient fait jusqu'à ce que je contracte des prêts pour couvrir ce qu'ils refusaient de payer. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que j'étais observatrice. Ils avaient oublié que pendant qu'ils étaient occupés à se regarder dans le miroir, je les avais observés. Et plus important encore, ils ne savaient pas ce que je portais dans la poche intérieure de mon blazer. Je sentis le coin pointu de l'enveloppe pressé contre mes côtes. C'était une enveloppe blanche, sans prétention, mais elle contenait une bombe nucléaire qui allait anéantir toute leur perception de moi. « Vous ne pensiez vraiment pas que j'y arriverais ?» demandai-je, ma voix étonnamment stable. « Oh ma chérie, » dit Elina, tendant la main pour me tapoter la main, mais je la retirai avant qu'elle ne puisse me toucher. « Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas. Nous connaissons juste tes limites. Nous essayons de te protéger de la déception quand le monde réel tes limites, répétai-je. Je baissai les yeux sur la table. La nappe blanche était immaculée. J'étais sur le point de l'attacher avec quelque chose qu'il ne pourrait jamais enlever. Pour comprendre pourquoi ce moment à table fut si déchirant, il faut comprendre les 24 années qui y ont mené. J'étais le bébé surprise, le produit du premier mariage de Frédéric avec ma mère, une femme calme et artistique qui mourut quand j'avais 6 ans. Frédéric se remaria avec Elina moins d'1 an plus tard. Elina arriva avec Philippe et Sophia, ses enfants, d'un précédent mariage. Dès l'instant où ils emménagèrent dans notre maison, la dynamique fut établie. Elina était la reine, Frédéric était le roi, et Philippe et Sophia étaient les princes et princesses. J'étais la souillon qui avait le droit de manger à table. J'ai passé mon enfance à essayer de gagner ma place. Quand j'avais 10 ans, j'ai passé des semaines à peindre un portrait de la famille pour l'anniversaire de Frédéric. J'ai travaillé si dur pour obtenir le bon ombrage sur son costume. Quand je le lui ai donné, il l'a regardé, a dit « Pourquoi mon nez est-il si gros ?» et l'a mis dans une pile de papier. 2 jours plus tard, je l'ai trouvé dans la poubelle de recyclage. Quand Philippe a eu un C en mathématiques, ils lui ont embauché un tuteur privé de l'université. Quand j'ai eu un B+ en sciences, Elina m'a dit que je ne faisais manifestement pas d'efforts et m'a privé de sortie pour le week-end. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était une campagne active pour me définir comme inférieur. Elina était l'architecte de mon isolement. Elle était une maîtresse du compliment détourné. Elle me présentait à ses amis comme « Voici Naomi, la fille de Frédéric. Elle est pleine d'esprit. » Elle s'assurait que je savais que mes cheveux étaient trop frisés, mon sens de la mode trop terne et mes centres d'intérêt bizarres. Elle était architecte d'intérieur, une visionnaire, se qualifiait-elle. Mais en réalité, elle se contentait d'acheter des meubles coûteux et de les disposer dans des pièces beiges. Elle détestait que je comprenne réellement la structure, la lumière et la forme. Elle se sentait menacée par tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Frédéric, mon père, était pire parce que sa cruauté était indifférente. C'était un homme qui mesurait la valeur en dollars et en statut. Il aimait Philippe parce que Philippe était sa copie carbone, bruyant, agressif, et prêt à couper les coins ronds pour conclure une affaire. Il aimait Sophia parce qu'elle était belle et bien mariée, rehaussant l'image de la famille. Moi, j'étais maladroite. Je lisais des livres. Je ne me souciais pas des galas, et quand j'ai choisi l'architecture, il l'a pris comme une insulte personnelle. La construction est un monde d'hommes, Naomi, m'avait-il dit lorsque j'avais postulé à l'université, tu n'as pas l'estomac pour ça. Tu pleuras la première fois qu'un entrepreneur te criera dessus. Il refusa d'utiliser ses relations pour m'aider à obtenir des stages. Je ne mettrai pas mon nom en jeu pour toi tant que tu n'auras pas prouvé que tu ne vas pas me faire honte, dit-il. Alors que Philippe obtenait un titre de vice-président à 25 ans, je travaillais 3 emplois pour payer mes fournitures et j'effectuais un stage gratuit dans de petites entreprises juste pour accumuler des heures. J'ai tout sacrifié pour lui prouver qu'il avait tort. J'ai raté des fêtes. J'ai perdu des amis parce que j'étais toujours à l'atelier. J'ai développé un ulcère à cause du stress de maintenir un 4 GPA tout en travaillant de nuit dans une bibliothèque. J'ai tout fait avec l'espoir désespéré et pathétique qu'un jour il me regarderait et dirait « Bon travail ». Mais en le regardant maintenant, à travers cette table au l'air nadant,
je réalisai que ce jour n'arriverait jamais. Frédéric était appuyé en arrière, faisant tournoyer son scotch, me regardant avec ce même mélange de pitié et de dédain. Il avait l'air soigné, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume taillé au millimètre. Mais sous le tissu coûteux se trouvait un homme qui aimait voir sa propre fille échouer parce que cela validait sa vision du monde. Si j'échouais, il avait raison. Et Frédéric aimait avoir raison plus qu'il ne m'aimait. Tu sais, dit Philippe, rompant le silence. Papa disait qu'il y avait peut-être une ouverture au courrier à la firme. Si tu es vraiment désespéré, nous pourrions probablement te caser, mais il faudrait que tu sois à l'heure. Sophia gloussa. Tu imagines Naomi au courrier? Elle se ferait probablement une coupure de papier et nous poursuivrait. Il faudrait vérifier avec les RH, ajouta Elina, sirotant son vin. Le népotisme est mal vu à moins que le candidat ne soit exceptionnel. Ils appréciaient ça. Ils se nourrissaient de mon silence. Ils pensaient que j'étais stupéfaite et soumise. Ils pensaient que j'allais baisser la tête, accepter le sac à peine réussi et supplier pour ce poste au courrier. Je regardais le serveur remplir mon verre d'eau. Je regardais le lustre au-dessus de nous. Je pris une lente et profonde inspiration. La tristesse que j'avais ressentie plus tôt s'évaporait. À sa place, une clarté froide et dure se formait. C'était comme la structure d'un bâtiment se révélant après le retrait de l'échafaudage. Je vis les murs porteurs de leur insécurité. Je vis les fissures dans leurs fondations. Courrier, dis-je doucement. Qu'est-ce que c'était? Demanda Frédéric. J'ai dit le courrier, dis-je plus fort cette fois. Je posai mon verre d'eau et pris une gorgée. C'est une offre généreuse, Philippe. Mais je ne pense pas en avoir besoin. Oh, Frédéric haussa un sourcil. As-tu une file d'attente de firmes qui te supplie, parce que le marché est difficile, Naomi? Surtout pour les diplômés médiocres. J'ai un emploi, en fait, dis-je. Elina roula des yeux. Starbucks ne compte pas, ma chérie. Ce n'est pas Starbucks, dis-je. Je posai mon verre, et ce n'est pas une agence d'intérim. Je plongeai ma main dans la poche de mon blazer, ma main se referma sur l'enveloppe. Le papier était frais et lisse. En fait, continuai-je, ma voix gagnant en force. C'est un poste qui s'accompagne d'une prime de signature significative. Assez pour rembourser chaque centime que vous m'avez prêté pour mes frais de scolarité de première année et assez pour payer ce dîner. Frédéric arrêta de faire tournoyer son verre. Ses yeux se rétrécirent. C'était un requin et il sentait un changement dans l'eau. Il n'aimait pas les surprises. De quoi parles-tu? Exigea-t-il. Je parle du fait que j'ai été occupé, papa. Pendant que vous pariez sur mon échec, je construisais mon avenir. Je sortis l'enveloppe. C'était le moment, le point de bascule, le levier sur lequel le reste de ma vie allait tourner. Je n'étais plus seulement une fille cherchant l'approbation. J'étais architecte et j'étais sur le point de démolir leur château de cartes. Pour comprendre le poids de cette enveloppe et pourquoi ma main ne tremblait pas en la tenant, il faut remonter 3 mois en arrière. Il faut comprendre que ma paranoïa, comme l'appelait Elina, était en réalité une intuition. Cela a commencé en mars. J'avais postulé dans 5 firmes de taille moyenne en ville. J'avais une moyenne de 4 quarts. J'avais un portfolio que mes professeurs qualifiaient de visionnaire. J'avais de solides références des quelques clients indépendants que j'avais réussi à trouver par moi-même. Sur le papier, j'étais une candidate parfaite pour un poste d'associé junior. Mais j'ai été rejeté par les 5. Pas seulement rejeté, mais ignoré ou renvoyé avec des rejets automatisés génériques dans leur suivant ma candidature. Cela n'avait pas de sens. Des étudiants avec des notes plus basses et des portfolios plus faibles obtenaient des entretiens. Je recevais un silence radio. J'ai commencé à soupçonner que mon nom de famille, que je partageais avec Frédéric, était une arme à double tranchant. Dans cette ville, la réputation de Frédéric était compliquée. Il était puissant, oui, mais il était connu pour être procédurier, impitoyable et difficile. Je me suis demandé si les firmes m'évitaient parce qu'elles ne voulaient pas avoir affaire à la fille de Frédéric. Mais ensuite, j'ai trouvé l'email. J'étais à la maison familiale un dimanche pour un brunch obligatoire. Frédéric avait laissé son iPad déverrouillé sur l'îlot de cuisine pendant qu'il allait prendre un appel. Je cherchais une recette, mais l'écran était ouvert sur sa boîte d'envoi de mail.
J'ai vu mon nom dans l'objet d'un email envoyé à l'associé gérant de Kaufmann et Associés, l'une des firmes auxquelles j'avais postulé. Mon cœur battait la chamade, je l'ai ouvert. David, j'ai vu que Naomi a postulé à votre firme. Fais-moi une faveur et jette ça. Elle est instable. Beaucoup de drames personnels. Ne prends pas bien les ordres. Je te rends service. Elle a besoin d'apprendre à la dure avant d'être prête pour une vraie firme. Laisse-la suer pendant 1 an ou 2. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. Il ne refusait pas seulement de m'aider. Il me sabotait activement. Il faisait jouer ses relations pour s'assurer que j'échoue juste pour avoir raison sur le fait que je n'étais pas faite pour ça. Il voulait me briser, me forcer à venir le supplier pour ce poste au courrier ou pour une aide financière afin qu'il puisse me contrôler pour toujours. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fermé l'email, essuyé mes empreintes de l'écran et je suis sorti de la cuisine. C'est à ce moment-là que la victime est morte et que la stratège est née. Si Frédéric allait utiliser son nom pour me bloquer, je n'utiliserai pas son nom du tout. J'ai cherché la seule entreprise que Frédéric détestait plus que toute autre, Sterling & Allow. Ils étaient l'antithèse de la société de mon père. Là où Frédéric construisait à bas prix, rapidement et massivement, Sterling & Allow construisait des structures durables, innovantes et artistiques. Ils étaient les concurrents directs de Frédéric pour les contrats municipaux haut de gamme. Frédéric détestait Arthur Sterling avec une passion qui frôlait l'obsession, principalement parce qu'Arthur l'avait battu pour le contrat de la bibliothèque municipale il y a 5 ans. Je savais qu'y postuler sous le nom de Naomi, nom de famille de mon père, serait risqué. Il pourrait penser que j'étais une espionne ou il pourrait simplement me détester par association. Alors j'ai fait quelque chose de drastique. J'ai soumis mon portfolio sous un pseudonyme, et Rose, mon deuxième prénom. J'ai supprimé toutes les références familiales. J'ai laissé le travail parler de lui-même. Le processus d'entretien a été brutal. 3 séries d'évaluations techniques, un atelier de conception et un entretien en panel. Pendant des semaines, pendant que ma famille se moquait de moi parce que je n'avais aucune perspective, je me faufilais pour rencontrer les partenaires de Sterling. Je me souviens de l'entretien final avec Arthur Sterling lui-même. C'était un homme âgé, aux yeux gentils, mais aussi vif qu'un rasoir. Il a examiné ma dernière maquette, une proposition de jardin vertical urbain. C'est un travail exceptionnel, mademoiselle Rose, dit-il, mais les ressources humaines me disent qu'il y a une divergence avec votre vérification d'antécédents. Votre nom n'est pas Rose. Je me suis redressé. C'était ça. Non, monsieur. Je m'appelle Naomi. Mon père est Frédéric. La pièce devint silencieuse. Les autres partenaires échangèrent des regards. Arthur Sterling retira ses lunettes et les nettoya lentement. La fille de Frédéric, dit-il, sa voix indéchiffrable. Est-ce qu'il sait que vous êtes ici? Non, dis-je clairement. Et il ne le saura pas. Mon père me met actuellement sur liste noire auprès d'autres firmes parce qu'il veut que j'échoue. Il veut que je dépende de lui. Je suis venu ici parce que vous valorisez l'innovation et lui l'obéissance. Je ne suis pas mon père, monsieur Sterling, et si vous m'embauchez, je travaillerai 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre juste pour le prouver. Arthur me scruta pendant une longue et angoissante minute. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. Je connais votre père, dit Arthur doucement. Et je sais que c'est un tyran. Je l'ai vu faire cela aux entrepreneurs et je ne suis pas surpris qu'il le fasse à son propre sang. Il tapota mon portfolio. Nous n'embauchons pas des noms ici, Naomi. Nous embauchons des talents, et ceci est du talent. Il fit glisser un dossier sur le bureau. C'était une lettre d'offre. Architecte junior, un salaire de départ près du double de la norme de l'industrie et une prime de signature. Bienvenue dans l'équipe, dit Arthur. Nous allons construire de grandes choses. Et il me fit un clin d'œil, ça va rendre Frédéric absolument fou. J'étais sorti de ce bureau en marchant sur l'air. J'avais gardé le secret pendant 3 semaines, endurant les insultes, le sac à peine réussi, les regards suffisants de Philippe. J'avais gardé ce secret comme une arme, attendant le moment parfait pour frapper. Et maintenant, regardant le visage suffisant de Frédéric de l'autre côté de la table de dîner, je savais que le moment était venu. Un emploi. Elina rit, un son aigu et nerveux. Oh, chérie, as-tu obtenu un poste de chef de rayon chez Gap?
Ouvre l'enveloppe, Frédéric, dis-je, l'ignorant. Je la poussai plus loin sur la table, au-delà du panier à pain, au-delà du sac à peine réussi, jusqu'à ce qu'elle repose juste à côté de son verre de scotch. Frédéric me regarda. L'amusement s'estompait de ses yeux, remplacé par une lueur d'agacement. Il n'aimait pas que je ne pleure pas. Il n'aimait pas l'acier dans ma voix. Je n'ai pas le temps pour tes jeux, Naomi, grommela-t-il. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin de me ridiculiser davantage, eut raison de lui. Il ramassa l'enveloppe. Il déchira le seau d'un coup sec. Il en sortit le papier cartonné lourd de couleur crème. Je le regardai lire l'entête. Je vis l'instant exact où les mots Sterling and Allow s'enregistrèrent dans son cerveau. Son visage ne pâlit pas seulement, il devint gris. Les muscles de sa mâchoire se serrèrent si fort que je pensais que ses dents allaient voler en éclats. Il cessa de respirer pendant 5 bonnes secondes. « Qu'est-ce que c'est » demanda Philippe, se penchant en avant, sentant le changement de pression atmosphérique. « Est-ce un procès ? S'est-elle fait arrêter ?» Frédéric ne répondit pas. Il lut la lettre. Puis il la lut à nouveau. Ses mains, d'habitude si stables, commencèrent à trembler. Pas beaucoup, mais assez pour que le papier bouge. « Ceci, » murmura Frédéric. Sa voix était un croassement étranglé. « Ceci est une blague, un faux. »« Ce n'est pas un faux, » dis-je, ma voix coupant le bruit ambiant du restaurant. « C'est un contrat signé. Je commence lundi. Je dirige l'équipe de conception du nouveau projet de parc riverain. Le projet riverain. » Philippe s'étouffa avec son eau. « Nous avons fait une offre pour ça, papa. N'avons-nous pas perdu cette offre le mois dernier ? » « Tais-toi, Philippe, » rugit Frédéric. Le restaurant devint silencieux. Les têtes se tournèrent des tables voisines. Les serveurs se figèrent. Frédéric ne haussait jamais la voix en public. Il se souciait trop de son image, mais il perdait le contrôle. Il me regarda, ses yeux exorbités de trahison. « Sterling ? Tu es allé chez Sterling ? Mon ennemi. Je suis allé à la seule firme de la ville qui m'a jugé sur mes mérites, pas sur vos mensonges, répondis-je calmement. Je suis au courant des emails, papa. Je sais que tu as dit à Kaufman et aux autres de jeter ma candidature. Je sais que tu as essayé de me mettre sur liste noire. Elina halta. Frédéric, est-ce vrai ? J'essayais de lui donner une leçon. Frédéric claqua sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Elle avait besoin d'être humiliée. Elle avait besoin d'apprendre sa place. Ma place n'est pas dans votre ombre, et certainement pas dans votre salle de courrier, dis-je. Ma place est dans une firme qui me respecte. Tu es ingrate, siffla Frédéric, se penchant sur la table, son visage tordu en un masque de fureur laide. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. J'ai payé ton école. Vous n'avez rien payé, le corrigeai-je. J'ai contracté des prêts pendant les 3 dernières années parce que vous m'avez coupé les vivres lorsque j'ai refusé de changer de majeur pour les affaires. Et quant aux frais de scolarité de première année que vous me reprochez constamment. Je plongeai ma main dans mon sac à main et en sortis le 2e article, un chèque. C'était la totalité de ma prime de signature. C'était une somme d'argent stupéfiante pour une jeune femme de 24 ans, mais je m'en fichais. Je voulais être propre. Je voulais être libre. Je plaçai le chèque sur l'offre. Que cela couvre la première année avec intérêt, dis-je. Et cela couvre le dîner de ce soir, car je ne dîne pas avec vous. Je me levai. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline de finalement, enfin lâcher prise. Vous pouvez garder le sac à peine réussi, dis-je, les regardant. Philippe avait l'air stupéfait, la bouche ouverte. Sophia avait arrêté d'enregistrer, son téléphone posé sur la table. Elina semblait terrifiée, réalisant que la dynamique venait de changer violemment. Et Frédéric avait l'air petit. Pour la première fois de ma vie, il ne ressemblait pas à un titan de l'industrie. Il ressemblait à un vieil homme amer qui venait de réaliser qu'il avait joué un jeu de pouvoir contre sa propre fille et avait perdu. « Naomi, assieds-toi » commanda Frédéric, bien que sa voix manquât de son autorité habituelle. Tu franchis cette porte et tu es fini dans cette famille. Tu m'entends ? Fini. Je ramassai mon sac. Je le regardai droit dans les yeux.
Frédéric, dis-je, utilisant son prénom pour la première fois. J'étais fini au moment où tu as imprimé ce sac. Aux gens qui ont abandonné avant même que je commence, ne vous inquiétez pas. J'ai fini d'essayer de vous prouver quoi que ce soit. Je leur tournai le dos. La marche vers la sortie du Lernadan me donna l'impression de marcher dans un rêve. Le silence dans la pièce était absolu. Je sentais les yeux de chaque client sur moi, mais pour une fois, je ne me sentais pas gêné. Je me sentais plus légère à chaque pas. Je sentais le lourd manteau de leurs attentes glisser de mes épaules. Je poussai les lourdes portes vitrées et sortis dans l'air frais de la nuit. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'oxygène au goût sucré. Je héla un taxi, donna mon adresse et m'effondra sur la banquette arrière. Mon téléphone commença à vibrer avant même que le taxi ne quitte le trottoir. Appel entrant, papa. Appel entrant, Philippe. Appel entrant, Elina. Je ne répondis pas. Je mis le téléphone en mode ne pas déranger, mais les notifications continuaient d'éclairer l'écran. Philippe, tu es folle? Tu nous as embarrassés devant la moitié de la ville. Reviens tout de suite. Elina, Naomi, ton père a des douleurs thoraciques. Tu dois t'excuser. C'est cruel, même pour toi. Frédéric, tu penses que Sterling va te garder? Regarde ce qui se passe demain. Tu as fait une grave erreur, ma fille. Ce dernier SMS me glaça. Regarde ce qui se passe demain. Je connaissais Frédéric. Il n'allait pas se laisser faire. C'était un homme qui pratiquait la politique de la terre brûlée. S'il ne pouvait pas me contrôler, il me détruirait. Il préférait que je sois au chômage et malheureuse plutôt que de réussir avec son rival. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai assise dans mon petit appartement, de long en large, attendant que l'autre chaussure tombe. Avais-je trop poussé? Pourrait-il réellement faire révoquer mon offre? Il avait des relations. Il jouait au golf avec des sénateurs. Arthur Sterling était puissant, mais était-il prêt à partir en guerre pour une associée junior qu'il venait d'embaucher? Le lendemain matin, j'arrivai chez Sterling et Hallow à 8h pile pour mon intégration. L'estomac noué. J'étais vêtu de mon meilleur tailleur, mais je me sentais à nouveau comme une imposture. En entrant dans le hall, la réceptionniste leva les yeux. Mademoiselle Naomi, Monsieur Sterling veut vous voir dans son bureau immédiatement. Mon cœur tomba dans mes chaussures. C'était ça. Frédéric avait passé un coup de fil. J'allais être renvoyé avant même d'avoir commencé. Je me dirigeais vers le bureau d'angle, les mains moites. La porte vitrée était ouverte. Arthur Sterling se tenait près de la fenêtre, regardant la skyline. Vous vouliez me voir, monsieur, demandai-je, ma voix tremblant légèrement. Arthur se retourna. Son visage était sombre. Fermez la porte, Naomi, dit-il. Je la fermai. Je restai là, attendant que l'épée tombe. Je peux expliquer, commençai-je. Mon père. Votre père? Arthur m'interrompit. M'a appelé à 6h ce matin. Je fermai les yeux. Je suis désolé. Je ne voulais pas apporter de problème à la firme. Je comprends si vous devez annuler l'offre. L'annuler? Arthur eut l'air confus. Puis il éclata d'un rire sec et aigu. Naomi, venez voir ça. Il désigna son bureau. Je m'approchai. Sur son bureau, il y avait un bloc-notes avec des notes griffonnées. Il m'a proposé une coentreprise pour le projet Midtown Plaza, dit Arthur en tapotant le bloc. Un projet d'une valeur de millions. Il a dit qu'il retirerait son opposition à notre permis de zonage si j'acceptais une condition. Que vous me viriez, chuchotai-je. Que je vous vire, confirma Arthur. Il m'a dit que vous aviez volé des informations propriétaires chez lui. Il m'a dit que vous étiez mentalement instable et une source de problèmes. Il a menti de manière flagrante et désespérée. Je n'ai rien volé, dis-je rapidement. Je le jure. Je sais que non, dit Arthur fermement. Parce que je connais Frédéric. Les hommes comme lui pensent que tout le monde a un prix. Il pense qu'il peut acheter mon intégrité avec un permis de zonage. Il pense qu'il peut acheter votre avenir. Arthur prit le bloc-notes et arracha la première feuille. Il la froissa en boule et la jeta dans la poubelle. Je lui ai dit d'aller au diable, dit Arthur.
Et je lui ai dit que s'il me contactait à nouveau à votre sujet, ou s'il essayait d'interférer de quelque manière que ce soit avec votre carrière, je le poursuivrai en justice pour ingérence abusive et diffamation, et j'ai les avocats pour gagner. Je sentis les larmes me monter aux yeux, de vraies larmes cette fois, de soulagement et de gratitude. Mais Arthur continua, son expression se durcissant. Vous devez savoir autre chose. Quand j'ai vérifié ces allégations ce matin, j'ai découvert l'étendue de la chose. Il n'y avait pas seulement les emails à Kaufman. Frédéric avait fait retirer votre nom de la publication de la liste du doyen de votre université l'année dernière. Il est un donateur, alors ils ont obéi. Il a systématiquement effacé vos réalisations. J'haltais. J'avais travaillé si dur pour cette place sur la liste du doyen. Je pensais que c'était une erreur administrative quand mon nom n'y était pas. Il voulait que vous vous sentiez petite, dit Arthur. Il voulait que vous croyiez que vous passiez à peine pour que vous n'ayez pas de grandes ambitions. C'était de la guerre psychologique. Naomi, la rage que je ressentis alors était différente de celle de la nuit précédente. La nuit dernière, c'était une blessure personnelle. Ceci était une fureur froide et objective. Il avait falsifié mon dossier scolaire. Il avait interféré avec mes moyens de subsistance. Il avait activement essayé de me manipuler pour me faire croire que j'étais médiocre alors que j'étais exceptionnel. Merci de me l'avoir dit, dis-je, ma voix se raffermissant en un registre bas et dangereux. Que allez-vous faire, demanda Arthur. Je vais travailler, dis-je. Je vais concevoir le meilleur parc riverain que cette ville ait jamais vu. Et je vais m'assurer que lorsque les gens regarderont la skyline, ils verront mon nom, pas le sien. Bonne réponse, sourit Arthur. Maintenant, allez vous installer. Vous avez une réunion d'équipe à 10 heures. Je sortis de ce bureau avec une nouvelle mission. Je ne me protégeais plus seulement. Je montais un dossier. Frédéric pensait avoir le pouvoir parce qu'il avait de l'argent. Mais j'avais la vérité. J'avais le talent. Et maintenant, j'avais un allié puissant. Mais la guerre n'était pas terminée. Frédéric était humilié. Et un narcissique humilié est la créature la plus dangereuse sur Terre. Je savais qu'il tenterait une dernière tentative publique pour me détruire. Il ne pourrait pas s'en empêcher, et je serais prête. 6 mois plus tard, le moment de vérité arriva. Cela ne se passa pas dans un tribunal ou dans un conseil d'administration, mais sous les lustres en cristal de la grande salle de bal du gala annuel de l'architecture et du design de la ville. C'était la plus grande soirée de l'année pour notre industrie. Chaque grand promoteur, architecte et responsable municipal y était. C'était une soirée de smoking, de poignées de main chaleureuses et d'affaires à des millions de dollars murmurés autour de coupes de champagne. Je n'avais pas voulu y aller. L'idée de revoir ma famille me tordait l'estomac. J'avais maintenu un silence radio absolu depuis la nuit au Lernadan. J'avais bloqué leurs numéros, filtré leurs emails et même déménagé dans un nouvel appartement dans un quartier que Frédéric jugeait trop bohème pour être visité. J'étais en sécurité dans ma bulle de travail acharnée et de nouveaux amis. Mais Arthur Sterling insista. Tu n'es pas seulement une employée, Naomi, m'avait-il dit plus tôt cet après-midi-là, ajustant son nœud papillon dans le miroir de son bureau. Tu es l'architecte principal du projet riverain. La ville est en ébullition à propos de ton design. Tu dois être vu. Tu dois faire ton tour d'honneur. Alors, je suis allé. Je portais une robe vert émeraude foncé, élégante, structurée et qui attirait l'attention. Loin du blazer mal ajusté que j'avais porté au dîner de remise des diplômes. J'avais les cheveux relevés, exposant mon cou, un signe de vulnérabilité que j'avais transformé en une démonstration de confiance. En entrant dans la salle de bal au bras d'Arthur, je sentis le changement dans la pièce. Les gens regardaient, non pas parce que j'étais la fille de Frédéric, mais parce que j'étais le nouveau talent dont tout le monde parlait. Le mystère en rose avait été résolu, et le récit avait changé. Je n'étais pas l'enfant du népotisme. J'étais la transfuge qui avait rejoint l'équipe rivale et produit de l'éclat. Je les ai repérés presque immédiatement. Ils tenaient la cour près du bar comme toujours. Frédéric avait l'air plus vieux. Sa peau était plus grise, sa posture moins rigide. Les 6 derniers mois n'avaient pas été tendres avec son entreprise. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il perdait des contrats à tout va. Ces tactiques d'intimidation à l'ancienne ne fonctionnaient plus sur un marché qui exigeait transparence et innovation. Elina était là, son sourire serré et fragile,
scrutant la pièce à la recherche de personnes plus importantes que celles avec qui elle parlait. Philippe tapait frénétiquement sur son téléphone, l'air stressé. J'ai essayé de me tenir à l'écart, me dirigeant vers le buffet avec Arthur, mais la pièce était trop petite. C'était inévitable. La collision eut lieu juste après la présentation des principaux prix. J'avais été mentionné par mon nom pendant le discours sur les talents émergents. Pas une victoire, mais une mention honorable qui avait suscité de vifs applaudissements. Alors que je descendais du petit estrade où les nominés s'étaient réunis, Frédéric s'interposa directement sur mon chemin. Le brouhaha autour de nous s'éteignit instantanément. Le cercle de personnes proches, concurrents, clients, membres du conseil municipal, se tut. Tout le monde connaissait l'histoire. Tout le monde connaissait la mauvaise entente entre Frédéric et Arthur. Et maintenant, le père et la fille étaient face à face. Naomi, dit Frédéric. Sa voix était forte, projetée pour un public. Il souriait, mais ses yeux étaient morts. Félicitations pour la mention, bien que, je suppose, la mention honorable ne soit qu'une manière polie de dire deuxième place, n'est-ce pas? Je sentis l'ancienne chaleur monter à mes joues, le réflexe de me recroqueviller. Mais ensuite, je me suis souvenu du sac à peine réussi. Je me suis souvenu de l'email à Kaufmann. Je me suis souvenu des nuits à la bibliothèque. Bonjour, Frédéric, dis-je froidement. C'est bon de vous voir. J'entends dire que les affaires sont au ralenti. Le sourire de Frédéric vacilla. Une veine palpitait à sa tempe. Les affaires vont bien. Nous nous concentrons sur la qualité, pas sur les tendances ostentatoires et instables. En parlant de ça, il fit un pas de plus, envahissant mon espace personnel. J'ai regardé les rendus de votre parc riverain. Ils semblent remarquablement familiers. C'était ça, le coup désespéré. Vraiment, demandai-je, ne cédant pas de terrain. Oui, annonça Frédéric, se tournant pour regarder la foule qui se rassemblait autour de nous. Il éleva la voix. En fait, cela ressemble exactement à un concept que nous développions à ma firme il y a 2 ans. Un concept dont j'ai discuté à table de nombreuses fois. C'est amusant de voir comment vous quittez la famille et soudain Sterling a un design qui imite ma propriété intellectuelle. L'accusation plana dans l'air comme une fumée toxique. Il m'accusait d'espionnage industriel. Il essayait de détruire ma réputation devant toute la ville. Si j'étais étiqueté comme une voleuse, ma carrière était finie. Arthur s'avança, le visage rouge de colère. Frédéric, c'est un mensonge sans fondement et vous le savez. Ce design est original. Est-ce le cas? Frédéric ricana. Ou a-t-elle simplement pris les croquis de mon bureau à domicile? Elle a toujours été un peu main baladeuse, désespérée d'approbation. Triste, vraiment. Philippe, enhardi par son père, intervint. Je me souviens de ces croquis, papa. Elle les regardait tout le temps. Je regardais Philippe. Puis je regardais Frédéric. Je vis le désespoir dans leurs yeux. Ils savaient que j'étais en train de gagner et ils essayaient de renverser la situation, mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils supposaient que j'étais toujours la fille qui ne gardait pas les reçus. C'est une théorie intéressante, Frédéric, dis-je, ma voix projetée clairement à travers la salle de bal silencieuse. Mais il y a un problème avec votre chronologie. Je plongeai ma main dans ma pochette. Je n'avais pas de dossier cette fois, mais j'avais mon téléphone. Je le déverrouillai et tapai quelques fois, faisant apparaître un album photo. Je tournai l'écran vers le groupe d'observateurs, spécifiquement vers l'urbaniste qui se tenait à proximité. Ceci, dis-je, désignant l'écran, est une photo de mon premier croquis pour les jardins verticaux utilisés dans le projet riverain. L'horodatage de cette photo est d'il y a 4 ans, le 12 novembre. Je fis glisser l'écran. Ceci est une photo du modèle 3D que j'ai construit dans ma chambre d'étudiante. Horodatage, il y a 3 ans. Je fis glisser à nouveau. Et ceci, dis-je, m'arrêtant sur une capture d'écran, est un email que je vous ai envoyé, Frédéric, pendant ma 2e année universitaire. Je vous ai envoyé ce concept en vous demandant votre avis. Vous avez répondu, regardez ici, avec 3 mots, dérivés, peu pratique, déchets. Je relevai la tête de mon téléphone, croisant son regard. Vous n'avez pas développé ce concept, Frédéric. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez appelé déchet. Et maintenant que le conseil municipal l'a approuvé,
et maintenant qu'il est salué comme l'avenir du design urbain, soudain vous voulez le revendiquer. Je ris, un son sec et incrédule. Vous ne pouvez pas tout avoir. Soit je suis l'échec à qui vous avez donné un sac à peine réussi, soit je suis le génie dont vous essayez de voler. Lequel est-ce? La foule murmura. Les gens chuchotaient. L'urbaniste se pencha pour regarder les horodatages. Il a appelé ça un déchet, chuchota quelqu'un bruyamment. C'est bien son adresse email, dit une autre voix. Le visage de Frédéric devint d'un violet violent. Il ouvrit la bouche pour parler, pour le nier, pour inventer un nouveau mensonge, mais rien ne sortit. Il était acculé par son propre empreinte numérique et sa propre arrogance. Et une dernière chose, ajoutai-je, m'approchant de lui, baissant la voix juste assez pour que cela paraisse intime mais audible pour tout le monde. Vous avez dit à tout le monde que j'étais instable. Vous avez dit au doyen Miller de me retirer de la liste du doyen. Vous m'avez mise sur liste noire. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vous assurer que je ne puisse pas être ici ce soir. Je fis un geste vers la pièce, vers les prix, vers le respect que j'avais gagné. Mais me voici, debout sur mes 2 pieds, pendant que vous essayez de vous attribuer le mérite du travail d'une fille dont vous aviez honte. Elina essaya de saisir le bras de Frédéric. Frédéric, partons. Nous partons. Mais Frédéric la repoussa. Il me regarda avec une haine pure et non dissimulée. Tu n'es rien, siffla-t-il. Sans mon nom, tu n'es rien. En fait, interjeta Arthur Sterling, s'avançant à mes côtés et posant une main sur mon épaule. Elle est l'avenir de cette firme, et à partir de demain, elle est notre nouvelle associée junior. Son nom sera sur la porte, pas le vôtre. Le halètement dans la pièce fut audible. Partenaire à 24 ans. C'était inouï. Frédéric sembla avoir reçu une gifle. Il regarda Arthur, puis moi. Il regarda la foule, réalisant qu'il avait complètement perdu l'audience. Il ne le regardait plus avec respect. Il le regardait avec pitié et dégoût. Il tourna les talons sans un mot et sortit en trombe. Philippe et Elina se précipitèrent pour le suivre comme des rats fuyant un navire en perdition. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière eux, la salle de bal fut silencieuse pendant un battement de cœur, 2 battements de cœur. Puis quelqu'un commença à applaudir. C'était l'urbaniste. Puis le maire se joignit à lui, puis le reste de la pièce. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était une ovation. Ils applaudissaient le design, oui, mais ils applaudissaient surtout la confrontation. Je restais là, tremblante légèrement alors que l'adrénaline s'effondrait, mais je ne baissais pas les yeux. Je levai les yeux vers les lumières, vers les gens et finalement vers Arthur. Vouliez-vous dire cela? Lui demandai-je par-dessus les applaudissements, à propos de l'associé. Arthur sourit. Nous parlerons de l'apport en capital plus tard, mais oui, vous l'avez mérité. Les retombées furent rapides et brutales, exactement comme Arthur l'avait prédit. Dans les semaines qui suivirent le gala, la réputation de Frédéric chuta en chute libre. Le monde de l'architecture est petit et les nouvelles se propagent vite. L'histoire de lui essayant de revendiquer le travail de sa fille, couplée à la révélation de sa mise sur liste noire malveillante, le rendit radioactif. Les clients commencèrent à retirer leur contrat. Ils ne voulaient pas être associés à un homme qui cannibalisait sa propre famille pour le sport. 2 appels d'offres majeurs de la ville sur lesquels Frédéric comptait furent attribués à d'autres firmes, l'un d'eux à Sterling et à Lowe. J'ai appris par la rumeur que la pression financière avait brisé la façade familiale. Elina, réalisant que le robinet d'argent se resserrait, demanda le divorce. 3 mois plus tard, elle cita des différences irréconciliables, mais tout le monde savait qu'elle ne faisait que sécuriser ses actifs avant que le navire ne coule complètement. Philippe fut discrètement licencié de la firme. Apparemment, sans le pouvoir absolu de Frédéric pour le protéger, son incompétence devint une responsabilité que le conseil d'administration ne tolérerait pas. Il finit par déménager dans un autre État, travaillant dans la vente pour une entreprise de fourniture de ciment. Quant à moi, je ne répondais pas à leurs appels, et il y en avait. Lorsque la nouvelle du divorce arriva, Frédéric me laissa un message vocal. Il semblait ivre. Il divaguait sur l'héritage et la famille qui devaient rester unis. Il ne s'excusa pas. Il voulait juste que je revienne et que je l'aide à sauver la firme. Il voulait utiliser ma nouvelle réputation pour colmater les brèches de son navire en perdition. Je supprimai le message vocal sans l'écouter jusqu'à la fin.
J'étais trop occupé à construire. Le projet du parc riverain a commencé au printemps. C'était une entreprise massive, un réseau complexe de passerelles surélevées, de jardins verticaux et d'espaces communautaires construits sur un ancien quartier industriel. Il était conçu pour être un lieu où les gens pouvaient se rassembler, où la nature reprenait le béton. Le jour de l'inauguration, un an après ce terrible dîner de remise des diplômes, je me tenais sur le pont d'observation central. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur l'acier et le verre. Des enfants couraient à travers les fontaines que j'avais esquissées sur des serviettes. Des couples marchaient main dans la main le long des sentiers que j'avais défendus lors des réunions budgétaires. C'était réel. Ce n'était pas une vie à peine réussie. C'était un chef-d'œuvre. Je sentis une présence à mes côtés. Je me tournai pour voir Arthur Sterling tenant 2 verres de champagne. « Un toast ?» dit-il en me tendant l'un. « Au projet ?» demandai-je. « À l'architecte, » corrigea Théil. Nous avons teinté nos verres. Le son était net et clair. « Vous savez, » dit Arthur, regardant la ville. « J'ai reçu un colis au bureau pour vous aujourd'hui. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais je crois savoir de qui il vient. » Je me raidissais. Qu'est-ce que c'était? Arthur plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit morceau de papier plié. Juste cette note et un chèque. Je pris la note. L'écriture était tremblante, familière, mais diminuée. C'était Frédéric. Tu avais raison. Le calcul était faux. F. Le chèque était du montant exact de la prime de signature que j'avais jetée sur la table cette nuit-là au Lernadan. Il rendait l'argent. Ce n'étaient pas des excuses. Un homme comme Frédéric était incapable de véritables excuses, mais c'était un aveu. C'était une capitulation. Il reconnaissait que la dette était payée, qu'il n'avait plus aucune emprise sur moi, et qu'il avait totalement sous-estimé ma valeur. Je regardais le chèque. C'était beaucoup d'argent. De l'argent qui pouvait acheter une nouvelle voiture, un acompte pour une maison, des vacances de luxe. Mais je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais plus rien de lui, jamais. Je pris le chèque et la note. Je me dirigeai vers le bord du pont d'observation où le vent soufflait du port. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Arthur, bien qu'il souriait comme s'il savait déjà. « J'équilibre le grand livre, dis-je. » Je déchirai le chèque en petits morceaux. Puis je déchirai la note. J'ouvris ma main et laissai le vent attraper les confettis de papier. Je regardais les petits morceaux blancs danser dans l'air, tourbillonnant vers l'eau en dessous, disparaissant dans le courant sombre. C'était fini. La colère, le besoin de faire mes preuves, le poids du sac à peine réussi, tout était parti, emporté par le vent. Je me retournai vers Arthur, vers le parc rempli de gens, vers la vie que j'avais construite brique par brique, entièrement selon mes propres termes. Alors, dis-je, prenant une gorgée de champagne. Quel est le prochain projet? Arthur sourit. Comment vous sentez-vous par rapport aux bibliothèques? Je souris, un sourire authentique, libéré, qui atteignait mes yeux. J'adore les bibliothèques. Construisons la meilleure que le monde ait jamais vue. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, illuminant la ville que j'aidais à façonner, je savais une chose avec certitude. Je n'avais pas seulement réussi. J'avais excellé.